Mon invité aujourd'hui est Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord et numéro 2 du mouvement. Bonjour. Bonjour Daniel Sportiello. Alors, face à la canicule, cette fois-ci, le gouvernement a voulu prendre les devants en faisant toute une série de mesures préventives pour ne pas que se reproduise la tragédie de 2003 où 15 000 personnes étaient mortes en l'espace de 15 jours. Alors, le ministre de l'Éducation nationale a même décidé de reporter au mois de juillet le brevet des collèges. Est-ce que Jean-Michel Blanquer en fait trop ? Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis 2003 et ce qui s'est passé, maintenant, tout le monde a relever le niveau de vigilance et le gouvernement, lui, est du coup extrêmement attentif à cela parce qu'on se souvient de la débâcle de 2003 et des conséquences politiques même que ça avait pu avoir. Après, sur la question du report du brevet des collèges, ça pose évidemment la question des conditions de ce report, quand, à quelle période, potentiellement au mois de juillet, c'est-à-dire à une période où sans doute beaucoup avaient l'intention de prendre leurs vacances. On aurait pu souhaiter que peut-être le service public se dote de moyens peut-être de rafraîchir les pièces, de faire en sorte que les épreuves puissent être tenues. Mais si le gouvernement estime qu'il fallait en passer par là et prendre toutes les précautions pour que la santé des personnes ne soit pas en jeu, moi je pense que c'est ce qu'il faut d'abord retenir. Après, évidemment, dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'il faut prendre toutes les précautions dans la période, notamment envers les personnes les plus fragiles, je pense aux enfants en bas âge, aux personnes âgées, et puis dire une chose qui est peut-être un peu plus politique tout de même, c'est que ces températures extrêmes que l'on va connaître de plus en plus souvent s'accompagnent de tous les autres symptômes du changement climatique. C'est-à-dire que désormais, ces phénomènes météorologiques sont directement dans notre quotidien les conséquences tangibles de ce changement climatique. Nous sommes entrés dans la 6e extinction des espèces. Nous avons à connaître de plus en plus des températures et des phénomènes météorologiques extrêmes. Notez par exemple qu'en Inde, ces phénomènes de canicule, c'est jusqu'à plus de 50 degrés, des morts par centaines, bref. Donc on voit bien que le changement climatique est commencé et qu'il appelle à une réponse politique. Et moi j'alerte sur ce principe, oui. C'est qu'on a demandé ici à l'Assemblée nationale avec le groupe France Insoumise depuis plusieurs semaines qu'enfin le gouvernement déclare l'état d'urgence climatique dans la lignée de ce qui a été fait au Parlement britannique, ce qui impose d'avoir un affichage politique qui dise enfin on va prendre le problème à bras-le-corps et prendre le problème à bras-le-corps. Évidemment, ce n'est pas quelques mesurettes, c'est un changement de modèle qu'il faut opérer. Alors, puisque vous parlez de changement, on va parler des changements à la tête du mouvement La France Insoumise. Vous avez été nommé numéro 2, donc ce week-end. Vous avez 29 ans, je crois. Oui. Oui, Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, La France Insoumise, devient vice-présidente du groupe. Elle a 30 ans, c'est un véritable rajeunissement. Est-ce que ça veut dire quand même que Jean-Luc Mélenchon va passer progressivement, tout en douceur, la main ? Bon, plusieurs choses. D'abord, moi, je récuse le terme de numéro 2, permettez-le-moi, parce que, en réalité, comme nous faisons un mouvement et pas un parti... Alors, vous êtes numéro combien ? Je ne sais pas, en fait, précisément. Je vous demande de me le dire, mais certainement pas numéro 2, 3, 4, que sais-je. Non, en réalité, Vous avez quand même relativement eu du pouvoir. Je vais m'occuper de mettre en musique la coordination des différents espaces du mouvement, mais ces différents espaces du mouvement sont en fait autant de besoins que le mouvement a en termes organisationnels, notamment pour impulser de nouvelles pratiques militantes, parce que nous souhaitons réaffirmer que la France Insoumise n'est pas un parti comme les autres, mais doit être un mouvement qui se voit comme un outil au service de l'action citoyenne, et donc je vais jouer un rôle vraisemblablement de coordination de cela. Mais j'insiste aussi sur le fait que l'ensemble de nos travaux de ce week-end internes à la France Insoumise sont en ce moment en cours de vote par l'ensemble des insoumis sur la plateforme. Donc attendons que ce vote ait lieu pour bien poser les choses. Mais j'entends bien votre modestie, mais ma question posait aussi sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors écoutez, vous avez sans doute suivi le discours de Jean-Luc Mélenchon, qui était plutôt un discours combatif, qui pose un diagnostic de la situation politique. J'étais le candidat à la présidentielle, donc j'ai toujours autorité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de recul. Non, mais d'ailleurs, il réaffirme sa volonté d'être bien évidemment toujours dans le paysage politique, et il est pour nous une figure tutélaire, c'est clair, parce qu'il a été celui qui a porté le plus haut nos idées. Non ? Évidemment. Après, il y a aussi ce qui dépasse la caractéristique politique, les liens d'affection qui peuvent se tisser quand on combat politiquement ensemble. Oui, mais 6,3 aux élections européennes, c'est un échec quand on a fait presque 20% à la présidentielle. Oui, mais supporter considérer que Jean-Luc Mélenchon serait l'origine de cet échec, c'est malheureusement faire en sorte que l'analyse ne soit pas faite politiquement. Si on fait l'analyse de ce qui s'est passé, c'est quoi ? Eh bien, regardez un peu. Supporter que cet échec, il n'est pas un échec français pour nous. Partout en Europe, notre courant de pensée recule. Et c'est vrai que nous voyons bien qu'à l'occasion d'une échéance toute particulière dans la vie politique, moi je ne considère pas que le score aux élections européennes puisse annuler notre score à la présidentielle. Moi ça fait 15 jours que quand je discute avec les gens, les Français, beaucoup d'entre eux ne sont même pas au courant, et c'est grave, ne sont même pas au courant qu'il y a eu une élection. Et quand ils sont au courant, parfois ils ne savent même pas que la France Insoumise donc si a subi j'entends un bien, revers. Jean-Luc Mélenchon va rester toujours omniprésent. Alors Jean-Luc Mélenchon tout diriger. a un rôle particulier qui est celui... On l'appelait le dictateur. Il assure la pérennité de nos idées, mais
et d'ailleurs dictateur, ça fait bien rire parce qu'il l'a dit lui-même et Manon Aubry avait eu l'occasion de le rappeler à l'occasion des élections européennes et de la campagne. En vérité, ça fait déjà un moment que Jean-Luc Mélenchon ne se mêle plus vraiment des affaires d'organisation interne. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Bien, il va continuer à faire vivre nos idées. Il est président du groupe parlementaire. Il est un intellectuel qui doit aussi nous aider à penser la suite. À l'international. Il est à nos côtés en tout cas. Après, il décidera plus à de ce qu'il fait. l'international. Bon, il pourrait être amené à se déplacer pour pourquoi pas faire des conférences. Moi, je le souhaiterais. Mais en réalité, son souhait est d'être bien à nos côtés. Et puis, vous avez parlé de cette nouvelle génération. Justement, est-ce que vous, par exemple, vous allez mettre les mains dans le cambouis pour organiser les municipales? Mais notamment, mais cette nouvelle génération que vous voyez assumer ses responsabilités et venir au devant de la scène, c'est aussi la génération d'avant, et notamment Jean-Luc Mélenchon en particulier, qui a permis son éclosion, j'ai envie de vous dire. Moi, je suis bien persuadé d'être aussi le fruit de son travail. Jean-Luc Mélenchon est toujours très pudique avec cela. Mais combien de responsables politiques de sa génération, aujourd'hui, ont ainsi contribué à ce qu'une nouvelle génération qui ne tient pas sur un, deux ou trois visages monte ainsi en politique. Et moi, je veux dire d'ailleurs à la génération qui nous a précédés que la jeune génération qui est la mienne et qui aujourd'hui assume d'être quelque part en première ligne face à nos adversaires politiques a toujours besoin de la génération d'avant. Parce que vous savez, quand vous avez à peu près 30 ans, ce qui est à peu près mon âge... Donc vous dites quand même mission accomplie, les européennes, Jean-Luc Mélenchon a fait ce qu'il fallait. Non, ce que nous disons, mais ce n'est pas une question de Jean-Luc Mélenchon, la question est bien celle d'une situation politique. Et moi, à grands mots, parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps pour en parler, il faudrait faire un diagnostic long, mais à grands mots, ce que l'on voit bien, c'est que la situation politique tient notamment au fait que M. Macron installe un duel délétère entre lui et l'extrême droite, alors qu'aucun des deux protagonistes qui arrivent en tête de l'élection ne prend en charge véritablement les grandes urgences sociales, démocratiques, écologiques qu'il va falloir prendre à bras le corps. Donc, si vous voulez, les urgences qui nous ont amenés à construire la France insoumise sont d'autant plus prégnantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Donc notre action a toujours du sens. Par contre, c'est vrai, dans le cadre d'une élection européenne, nous n'avons pas su convaincre notamment ceux qui avaient voté avec nous en 2017 de l'utilité supérieure d'aller voter à nouveau, et notamment pour la France insoumise. Ça tient à la fois au particularisme de l'élection européenne. C'est vrai que quand vous êtes particulièrement défiant face aux institutions, et en particulier face au fonctionnement des institutions européennes, c'est compliqué de vous dire allez voter, c'est extrêmement important. Donc moi je pense que dans la suite, et notamment vous avez parlé des municipales, le rôle particulier de la France insoumise, qui est incomparable avec ce que font d'autres dans le champ politique, ne consiste plus à aller voir les gens pour leur dire votez pour nous parce que nous serions les meilleurs et que nous avons le meilleur programme. Vous n'envisagez aucune liste d'union à gauche? Moi j'envisage d'abord, avant d'unir quelques camps que ce soit, de faire en sorte que notre rôle particulier soit celui de la réimplication des gens en politique. Et ce n'est pas de la rhétorique que de vous dire. Les associatifs, mais même plus que ça, parce que je vais même vous dire, Daniel Sportier, je vais même vous dire, même au cœur des associations, les gens le savent, au cœur d'associations, il y a aussi des imbrications politiques. Moi je parle des gens du commun qui n'ont pas de qualité associative ou politique particulière, qui par leur seule ceux qui ont envie de s'investir, qui par leur seule façon de vivre et ce qu'ils subissent au quotidien. Prenez l'exemple d'une mère célibataire. C'est la stratégie de la France insoumise. Nous devons, pour les la France insoumise, son rôle particulier est de permettre de faire en sorte que le peuple qui s'est éloigné durablement de la vie politique, tant et si bien qu'à peu près un électeur sur deux seulement a participé aux dernières élections, non pas revienne en politique, mais se l'approprie. Le message aux élections européennes devrait consister à dire venez avec nous siéger au conseil municipal, faites avec nous. Et nous, les militants, nous allons essayer d'en créer les conditions. Par ailleurs, les municipales, vous le savez, il y a 32 000 communes, ça va être beaucoup de situations différentes. Mais mon souhait est que la France insoumise puisse impulser des pratiques militantes qui permettent de faire en sorte que les gens se réimpliquent, qui ne se disent plus la politique est le domaine réservé de quelques-uns, mais toutes et tous on peut le faire. Je vous rappelle au passage, parce que souvent on me le demande, mais moi il y a 2 ans et demi, avant d'être ici comme parlementaire, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique, d'accord? Je n'ai qu'un BTS en poche. C'est bien la preuve, s'il en fallait une, que quand les gens décident de s'impliquer, si les conditions sont créées, ils peuvent le faire. Moi, je souhaiterais que beaucoup de citoyens qui regardent la politique en extériorité finissent par venir ici à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron s'implique dans les élections municipales lorsqu'il va à Marseille, en marge d'un sommet méditerranéen, pour aller, par exemple, voir des chômeurs dans une agence de Pôle emploi dans les quartiers nord où il y a 28% de chômage? Emmanuel Macron s'implique vraisemblablement dans toutes les élections, d'ailleurs souvent au premier chef. Non mais c'est bien ou pas? Moi je ne pense pas, puis surtout on voit le résultat. Regardez, aux élections européennes, il a exilé carrément sa candidate des affiches pour la remplacer en disant je serai le rempart face à l'extrême droite, et d'ailleurs si je ne gagne pas l'élection il y aura des conséquences dans ma capacité à gouverner. Les ministres l'ont d'ailleurs suffisamment répété. Et puis en fait il a perdu ce duel, et quelles conséquences en tire-t-il? Aucune. Le plan continue à se dérouler. Et là il fait de la politique. Bien évidemment. Et puis surtout,
cette logique sur le chômage qui va de pair avec l'assurance chômage et la réforme, c'est encore une fois de considérer qu'il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi et que finalement les responsables du chômage, ce seraient les chômeurs. C'est une erreur. Merci Adrien Merci à vous de m'avoir invité. Bonne séance. L'ordre du jour